Bienvenue congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. Lors d'épisodes précédents, nous avons parlé du fait que l'adaptation est le résultat de la variation aléatoire couplée à un phénomène de sélection. C'est bien gentil la sélection, mais bon, comment ça marche? Il existe plusieurs types de sélection, mais le premier mis en évidence par les naturalistes du 19e siècle Charles Darwin et Alfred Russel Wallace est ce qu'on appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle fait office de filtre, et malgré la manière dont on risque d'en parler, ce n'est pas une entité avec une volonté ou un projet, rien de plus qu'un mécanisme. Elle s'appuie sur deux principes. Un principe de population qui veut que dans tout écosystème où coexistent plusieurs individus d'une même espèce et plusieurs espèces occupant des niches écologiques variées mais limitées, le nombre de places disponibles est restreint et ce par la quantité de ressources à disposition. Ce qui crée une concurrence entre individus et entre populations. Le fait que toute population dans la nature a une tendance à pulluler. Or, ce pouvoir multiplicateur est tel qu'en l'absence de frein, celle-ci augmente plus rapidement que les subsistances, ce qui se traduit par des famines et une surmortalité, pour reprendre les termes de l'économiste Thomas Robert Malthus. Les populations ont donc tendance à se réguler mutuellement les unes les autres et le nombre d'individus à se maintenir. Or, ces individus ayant tendance à se multiplier de façon exponentielle, un mécanisme de limitation naturelle va spontanément se mettre en place, favorisant la persistance des individus présentant une aptitude avantageuse pour la survie. C'est la sélection naturelle. Le reste, vous connaissez, un individu qui vit plus longtemps se reproduit davantage, succès reproducteur différentiel, et donc adaptation à l'échelle de la population. Les environnements changent sans cesse, donc les pressions sélectives en jeu. Les individus aussi, par brassage génétique et autres mutations hasardeuses, et donc le statut de variant avantagé ou désavantagé au sein de chaque population avec. L'adaptation des populations aux pressions de sélection est donc un phénomène continu. Chaque population peut donc renverser l'équilibre établi en prenant le dessus sur ses voisines, ce qui crée là encore une pression par concurrence, amenant les autres populations de l'écosystème à se modifier pour éviter d'être supplantées. Il y a coévolution. Ce raisonnement amène à l'hypothèse dite de la reine rouge, qui se résume ainsi. L'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son aptitude suite aux évolutions des espèces avec lesquelles elle coévolue. Wikipédia en force, poto. Elle tient son nom du roman De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, suite d'Alice au pays des merveilles. Dans une scène, Alice et la reine rouge se lancent dans une course effrénée. Alice s'étonne, alors que tous deux courent de plus en plus vite, que le paysage alentour ne change pas. Ce à quoi la reine lui répond. Canne Blanche réplique. Nous courons pour rester à la même place. Par extension, ce principe s'applique à la relation proie-prédateur, qui donne naissance à une vraie course aux armements. Sous la pression des prédateurs, les proies vont s'adapter pour leur échapper, ce qui va influer en parallèle sur l'adaptation des prédateurs pour les attraper, les deux mécanismes s'alimentant l'un l'autre dans le maintien de ce fragile équilibre. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe entre le parasite et son hôte. L'un lutte pour se débarrasser de l'autre, et l'autre s'adapte pour maintenir la relation de parasitisme permettant sa reproduction. Ceci a pour effet en régime stationnaire un rapport de force inchangé entre les espèces et des générations d'individus. Cependant, en cas de déséquilibre du couple d'espèces, qui aboutirait à l'extinction de l'une d'elles, cette dernière serait à terme remplacée par une autre puisque les sangs vacantent la place. C'est le principe d'autorégulation. Nous sommes sans cesse confrontés à la sélection naturelle, notamment en médecine par le fait que les mécanismes d'adaptation des micro-organismes sont extrêmement rapides. En effet, la plupart des bactéries se multiplient par mitose cellulaire, ce qui crée de nombreuses générations sur de courtes périodes, tout à fait observables à notre échelle. Or, qui dit division nombreuse, dit statistiquement beaucoup de mutations génétiques aléatoires. On se retrouve alors avec des populations hautement adaptables. Aussi, considérons une population A de bactéries, que nous confrontons à un antibiotique 1. Par le principe de variation, certains individus se retrouvent être résistants à ce dernier. Je fais une parenthèse, nous sommes d'accord que ce n'est pas la présence de l'antibiotique qui crée la variation avantageuse de résistance. Celle-ci est apparue par hasard, par le biais de mutations génétiques aléatoires et spontanées, alors qu'aucune des générations précédentes n'a été en quelconque contact avec le produit sélectif. Et oui, c'est ce qu'on observe expérimentalement en laboratoire. L'aptitude à la résistance chez certains individus apparaît de manière fortuite. C'est comme les maladies génétiques. Elles font grave chier, mais elles sont le résultat de ce processus d'essai et erreur lié aux mutations totalement random. Et c'est le prix à payer dans les lois de l'évolution. Parfois c'est positif, parfois non, et parfois on s'en bat les steaks. Bref, nous voilà avec seulement 1% d'individus ayant survécu car porteurs de la mutation, disons, résiste 1, qui était neutre jusqu'à ce qu'on s'en mêle avec notre substance. Du coup, on a libéré de la place, les individus survivants peuvent pulluler à foison, nous voilà avec une population B 100% résistante à l'antibiotique 1.
Bon, fait chier, on sort les doigts et on prend un antibiotique 2 beaucoup plus radical. Bim, éradication, extermination. Sauf que non, vous vous rappelez, la variation est continuelle et fortuite. 1% de ces bactéries se retrouvent de nouveau résistantes au nouvel antibiotique car mutation. On ne se rend pas compte des échecs mutationnels, seules restent les réussites. Et nous voilà avec une population C résistante à l'antibiotique 2, etc., etc. Voilà le résultat de la sélection naturelle, voilà comment on crée des souches de bactéries multirésistantes. Et pourquoi les antibiotiques, c'est pas automatique? D'ailleurs, c'est le problème qu'on a avec les maladies nosocomiales. À force d'utiliser de puissants antiseptiques afin de créer des environnements stériles, on crée par là même des bactéries particulièrement virulentes. Or, quelques chirurgiens ont eu une idée simple pour enrayer ce phénomène. Il suffit, quand cela paraît nécessaire, d'ouvrir une fenêtre donnant sur l'extérieur pour rétablir une diversité bactérienne dans l'air. Ainsi, on crée une pression de sélection par concurrence. Les bactéries dangereuses ne peuvent plus proliférer à cause de la présence d'autres bactéries, bien plus inoffensives pour l'être humain. Et c'est exactement pareil avec les moustiques face aux insecticides, qui fait que chaque année, une nouvelle génération débarque pour nous péter les noyaux. Et chaque année, ces nouveaux moustiques, à force d'être confrontés à de multiples poisons, deviennent de vrais warriors de l'adaptation. L'homme aime bien foutre le bordel au sein des populations animales. Là où il est bon notamment, c'est dans la pêche intensive. Ici, on va prendre l'exemple de la morue. Les filets de pêche ont un maillage calibré, ce qui fait que les poissons de petite taille peuvent passer au travers, alors que les plus gros individus l'ont dans l'os. L'arrête plutôt. Ok, je sors. Du coup, sur plusieurs générations, être petit est devenu un avantage sélectif. Ce sont donc les individus de taille modeste qui, par succès reproducteur différentiel, se sont mis à dominer la population. Aussi observe-t-on depuis plusieurs années une réduction de la taille moyenne des morues. Cette tendance se retrouve d'ailleurs chez d'autres poissons par le fait que les pêcheurs ont tendance à relâcher les petits gabarits et à garder les plus gros. On va prendre ici l'exemple ultra connu de la phalène du bouleau, une espèce de papillon de nuit présentant dans sa population une variation naturelle de coloris, un peu comme chez nous où l'on trouve de la variation dans les couleurs de peau, de cheveux, d'yeux. Dans son environnement naturel, bien qu'il y ait maintien de cette diversité intraspécifique, les individus clairs sont les plus avantagés par la couleur des troncs d'arbres sur lesquels ils se posent la journée, les rendant moins visibles des prédateurs que les variants de couleur sombre. La pression sélective ici est donc la prédation. Arrive l'homme et la pollution par le charbon lors de la révolution industrielle. Dans certaines zones géographiques, les troncs d'arbres s'assombrissent à cause de la suie. Et au stupeur, on a un renversement de l'équilibre établi, les variants sombres deviennent avantagés par rapport aux clairs et se mettent à dominer la population de ces régions. C'est ce qu'on appelle le mélanisme industriel. Le principe du mimétisme est notamment le fait qu'une espèce adopte l'apparence d'une autre espèce sans lien de parenté, conduisant à augmenter ses chances de survie pour un coût moindre. Par exemple, pour échapper aux prédateurs, certains papillons inoffensifs prennent l'apparence de papillons venimeux, totalement distincts d'eux en termes de population. On retrouve le même principe avec le serpent laitier, tout à fait inoffensif, dont les motifs imitent ceux du serpent corail, hautement venimeux. Le degré de ressemblance de l'espèce mimétique est particulièrement important pour tromper les prédateurs. Ces derniers ont quant à eux tendance à éviter davantage l'espèce mimétique dans les zones où l'espèce venimeuse est abondante par rapport aux zones où elle est rare. Le degré de protection de l'espèce mimétique devient alors quasiment égal à celui de l'espèce venimeuse, sans avoir à payer le coût de production des substances toxiques. L'efficacité de cette stratégie s'appuie également sur le fait que la capacité du prédateur à discriminer les deux espèces est limitée par le risque de commettre des erreurs. Il est moins grave d'éviter le mime que de consommer le poison. Cette stratégie est également employée par des plantes pour tromper leurs pollinisateurs, un exemple amusant étant celui du genre Arum, imitant pour la plupart des espèces l'apparence et l'odeur de viande en putréfaction afin d'attirer les mouches qui joueront un rôle dans leur reproduction. On connaît également des espèces d'orchidées dont certaines parties de la fleur imitent l'apparence et même l'odeur en synthétisant des phéromones, très proches de celles de la femelle de l'insecte qui fera office d'intermédiaire pour la pollinisation. Le mâle insecte accomplira donc son rôle pour la plante en pensant s'accomplir avec une partenaire sexuelle peu farouche. La sélection naturelle revêt donc des aspects bien différents, mais c'est bien son action combinée au hasard des mutations qui est à la base de la diversité du vivant, même si elle n'est pas la seule forme de sélection à entrer en jeu. Son action reste cependant prépondérante. En bref, dans le jeu de l'évolution, mourir est la règle, survivre est l'exception.